venir à une telle tribune. Si j'ai pas de chaise, mais c'est bon signe, ça veut dire qu'on est trop nombreux. Vas-y, c'est ta caméra. De toute façon, je parle debout. Mais c'est très bien, c'est la preuve que c'est déjà une réussite de ce point de vue. En arrivant, j'ai regardé un peu dans le métro les titres de la presse. Si la Corée du Nord n'existait pas, il faudrait l'inventer. Nos médias adorent la photo de Kim Jong-un. Il y a la moitié des magazines qui le mettent en première page et le quotidien de référence Le Monde titre sur le péril nucléaire iranien et coréen. Parce que bien évidemment, le fait qu'il y ait une bombe atomique en Israël, là, ça n'est pas un péril. Le Pakistan n'est pas une menace. Mais si la Corée du Nord se dote de la bombe nucléaire, alors là, c'est un péril planétaire. Et ça nous permet de mesurer à quel point donc, les médias sont capables de renverser la réalité de manière tout à fait spectaculaire, notamment sur ce point, j'en aborderai d'autres. C'est donc la Corée du Nord qui menace la Corée. Alors que l'armée américaine qui est implantée dans la péninsule coréenne depuis la guerre de Corée, l'armée américaine qui est la seule au monde à avoir osé utiliser l'arme nucléaire à Hiroshima et Nagasaki, elle ne menace personne, bien sûr, c'est une force de paix, tout le monde sait ça. Voilà où on en est maintenant, et dans la population, dans l'opinion, ça prend. Voilà, si on vous dit voilà, quelle est la principale menace planétaire aujourd'hui, c'est Kim Jong-un, il est fou, il est dangereux, il veut se doter de l'arme nucléaire. Mais lui n'a pas le droit. La force de paix, c'est l'armée américaine. Et l'Union européenne qui l'appuie. Deuxième menace, plus locale, la dérive dictatoriale de Nicolás Maduro au Venezuela. Là aussi, c'est extraordinaire. Alors là, que fait Nicolás Maduro? Il essaie d'appliquer le programme sur lequel il a été élu. Et qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, ce sont les forces du capital qui n'ont pas encore été expropriées des grandes entreprises, notamment dans la production pétrolière et la presse. Hein. Les grandes forces du capital, et le camarade Omar Marico l'a rappelé tout à l'heure, la démocratie formelle, quand le capital est aux commandes, c'est une dictature capitaliste. Ces gens-là ont reculé avec l'arrivée d'Hugo Chavez au pouvoir, avec le mouvement bolivarien, et ils veulent tout reprendre. Et ils sont prêts à tout. Et dans la presse vénézuélienne, Nicolás Maduro, comme l'était Hugo Chavez avant, apparaît comme un dictateur. On a entendu nos journalistes ici hurler parce que Radio Caracas TV a été fermée, parce que tous les soirs, un présentateur du journal du soir présentait Hugo Chavez comme un dictateur fou. Je vous laisse imaginer ce qui se passerait si, au journal de 20h en France, un journaliste disait, voilà, il faut débarquer Macron qui est un dictateur et un fou. Est-ce que vous pensez que le lendemain, il serait encore à son poste? Je ne lui donne pas un quart d'heure de survie. Il se fait arrêter dans le studio. C'est terminé, sa carrière est grillée. Eh bien, au Venezuela, des journalistes peuvent, pendant, comme ça, plusieurs mois, plusieurs années, dire que le président Chavez, puis le président Maduro, est un dictateur et un fou. Et ils ne sont pas réprimés. Et ils en profitent. Et c'est là qu'on voit l'actualité encore de la révolution d'octobre. La preuve se fait par le Venezuela. Vous avez le choix entre la dictature de la bourgeoisie et la dictature du prolétariat. C'est ça qui se joue en ce moment au Venezuela. Ces gens-là sont capables d'instaurer une dictature fasciste, comme ça a été fait au Chili. Ça commence à ressembler à ce qui s'est fait au Chili, de plus en plus fort au Venezuela. Et si ces gens-là ne sont pas fortement contrés, s'il n'y a pas une dictature populaire qui s'instaure contre eux, ils instaureront une dictature fasciste au Venezuela. Voilà la réalité. La dérive dictatoriale au Venezuela, ce n'est pas celle de Nicolás Maduro, c'est celle de l'opposition de droite. C'est elle qui est en train d'instaurer une dictature fasciste contre le pouvoir élu au Venezuela. Concernant maintenant autre grand chouchou des médias, l'Union européenne. Voilà ce qui garantit la paix, ce qui empêche la guerre en Europe, ce qui combat les totalitarismes. Et bien évidemment, ces gens-là sont ennuyés de voir que, à l'Est, des pouvoirs d'extrême droite établissent une dictature formelle. Cette fois-ci, ils répriment l'opposition, ça fait désordre. Viktor Orban, qui pourchasse les immigrés, ça fait désordre. Le nouveau pouvoir polonais, qui interdit les symboles communistes, réprime le parti communiste, ça ne fait pas démocratique, ça c'est ennuyeux. Les nouveaux programmes scolaires en Pologne, où on explique aux enfants que c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme, et que Darwin c'est vilain, ça fait désordre aussi.
Et alors la Pologne a-t-elle été exclue de l'Union européenne? Les pays baltes dans lesquels tous les ans il y a des défilés en uniforme noir pour célébrer les nazis qui ont pris les armes contre les soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale, les pays baltes sont-ils chassés de l'Union européenne? Non, pas du tout. Ça c'est dans l'Europe, c'est dans l'Union européenne, ça ne pose aucun problème. Si on ne le voit pas trop. En Pologne, ça se voit un peu trop. Donc on va chercher à limiter un peu, mais sans y arriver, je pense, étant donné la manière dont c'est parti là maintenant, la dérive autoritaire, totalitaire des pouvoirs polonais. L'Union européenne, c'est aussi ça. En réalité, sur le fond, c'est tout à fait possible d'avoir cette fascisation, et on l'a. Et ici, on le voit de plus en plus en France, là aussi Omar en a parlé. On peut toujours manifester, on peut toujours dire qu'on n'est pas d'accord avec la casse du Code du travail, qui se fait comme en Italie. C'est exactement la même chose en Italie, ça s'est appelé les Job Acts. En Allemagne, ça s'appelle la loi Hartz. C'est une harmonisation européenne par la casse du Code du travail. Tout doit disparaître. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord, mais tant que ça n'a pas d'effet. Si jamais, ça je prends le pari, en France nous réussissons à mener une lutte dure, une lutte efficace contre la casse du Code du travail, les forces de répression sont prêtes et elles sont d'un droit en cœur joie. Et elles peuvent prendre différentes formes. Pour terminer, je ne voudrais pas être trop long, avant de céder la parole aux camarades coréens. Dans l'immédiat, bien évidemment, que faire? Il faut donner en soutien à Cuba. Le camarade vient de parler, c'est important. Tout le monde doit apporter ce qu'il peut, puisque Cuba doit encore une fois reconstruire une partie du pays après le passage du cyclone. Il faut signer pour les camarades polonais réprimés dans leur pays le PCP qui est en but à une répression de plus en plus féroce de la part de forces fascisantes et ultra-catholiques, parce que le fanatisme religieux il n'est pas que musulman, il faut le rappeler aussi. Signer la pétition contre la propagande anti-chaviste qui dans nos médias prend des formes complètement délirantes. On invite sans arrêt des spécialistes du Venezuela qui sont de l'opposition, mais jamais on donne la parole c'est comme pour Cuba d'ailleurs, à l'ambassade du Venezuela dans les médias, elle a le droit de se taire. Meeting du 4 novembre, j'appelle à la participation au meeting du 4 novembre à l'appel du PRCF que soutient le Comité internationaliste de solidarité de classe pour le centenaire de la révolution d'octobre. Ça sera à Paris, à l'espace Diaconès. Et puis, bien évidemment, à plus long terme, sortir de l'OTAN, cette machine de guerre qui prépare une guerre nucléaire dans la péninsule coréenne, sortir de l'UE qui de toute façon est dans l'OTAN, appuie l'OTAN quoi qu'il arrive et réprime de plus en plus les travailleurs, et à plus long terme, évidemment, se débarrasser du capital dès qu'on pourra. Je vous remercie. L'international.